Bonjour tout le monde et qui nous regarde. Bienvenue dans La Voix de l'Étu, l'émission qui donne la parole aux étudiants et étudiantes de Nîmes Université. Je suis Lucille, étudiante en master et vice-présidente de l'association Stellart, l'association artistique et culturelle inclusive qu'il y a à l'université. Dans cette émission, nous allons accueillir deux étudiants qui vont nous parler de création en dehors de leur parcours universitaire. Donc cette émission existait déjà l'année dernière. Il s'agit cette année de mon projet de mémoire. Et mon objectif, en fait, c'est d'interviewer des étudiants et des étudiantes sur leurs pratiques culturelles et créatives. Vous m'avez déjà vu sur cette plateforme que j'affectionne particulièrement, du défilé du Printemps des Arts au Festival Aficionados l'année dernière. J'ai pu un peu tester et cette année, je me suis dit, allez, petit défi personnel, je vais présenter moi-même. Du coup, pour cette émission en particulier, nous allons commencer par accueillir une étudiante qui n'arrête jamais de me bluffer. Vous l'avez peut-être déjà croisée dans vos amphis en tant que représentante des étudiants. Je la connais en tant que collègue, collaboratrice, cofondatrice et amie en général. Passionnée, déterminée et jamais à court d'idées, je vous propose d'en apprendre plus aujourd'hui sur Ginevra Pugioni. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour Ginevra. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un de tes nombreux projets, la création de jeux vidéo. Oui. Avant cela, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Oui, il n'y a pas beaucoup de trucs que je peux dire après cette belle présentation. Du coup, merci beaucoup. Mais donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Ginevra Pugioni. Et voilà, comment dire Comment on a déjà dit, je suis vraiment centrée projet créatif. J'ai 50 milliards d'idées qui arrivent à la minute. C'est compliqué de les mettre vraiment, en réalité, quoi. Mais je fais de mon mieux et vraiment, ça, je pense que, je veux dire, je suis caractérisée par la créativité dans le sens que ça me donne vraiment de l'envie de vivre, quoi. Et donc, pour cette émission en particulier, est-ce que tu peux nous présenter en particulier, du coup, le jeu vidéo sur lequel tu travailles en ce moment ? Oui, du coup, pour le moment, en fait, je suis en train de travailler en particulier sur un RPG en pixel art que pour le moment, j'ai appelé Scattered Fragments. Je vais voir si je tiens ou pas. Mais du coup, en fait, c'est un RPG, c'est-à-dire un role-playing game où on peut effectivement faire du roleplay, faire du jeu de rôle et donc incarner un personnage. Et c'est un jeu en pixel art, donc on peut insérer des vieux jeux, des premiers jeux qui sont sortis sur les consoles. Et tout. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer justement le concept de RPG ? Oui. Du coup, comme j'ai dit, alors en anglais, c'est role-playing game et c'est pour ça que je l'appelle RPG pour le faire pour dire plus rapidement, quoi. Et donc, en fait, ce sont des jeux qui sont très, très, très centrés sur... alors, en fait, le joueur ou la joueuse, dans le sens que vraiment, on fait du jeu de rôle, on incarne le personnage principal. Et donc, en fait, on peut le ou la suivre dans ses aventures. Des fois, on peut suivre vraiment un personnage qui est scénarisé, canonisé dans le sens qui est déjà décidé par les personnes qui ont créé le jeu. Donc, par exemple, si vous pensez à toute la série des Legend of Zelda, où en général, on incarne le personnage Link, et du coup, c'est pas un personnage qu'on peut dont on peut choisir, par exemple, le caractère, l'apparence. Et donc, on suit ses aventures. Tandis que dans d'autres jeux, on peut vraiment façonner le personnage principal à notre manière, selon nos envies. Et du coup, ça se transforme, ce personnage, ce protagoniste, en nous-mêmes dans le jeu. Et donc, par exemple, je pense... en prenant une autre série très connue, la série Pokémon, où, à part pour les tout premiers jeux,
on a effectivement, on a effectivement des personnages dont on peut choisir, par exemple, l'apparence, les réponses, ce qu'elles font et tout ça. Mais en général, tous les RPG se caractérisent pour avoir voilà, un ou une protagoniste dont on peut décider les actions. Et du coup, tous les RPG ne sont pas en pixel art, mais du coup, je me suis rendu compte, deux jeux qui sont quand même très connus, qui sont des RPG, qui sont en pixel art. On a du coup Undertale, qui, je sais, j'en ai beaucoup entendu parler, et aussi le jeu Céleste. Toi, quel jeu t'as eu l'occasion qui t'a vraiment donné ce goût, en fait Alors, en sachant que j'ai commencé à jouer au jeu, un jeu sur console sur la DS quand j'étais petite, du coup, j'ai joué à beaucoup de jeux qui étaient surtout en pixel art, dont je me rappelle pas forcément voilà, les titres. Mais je pense que la série qui vraiment m'a donné envie de continuer à jouer, aussi je pense créer mes propres jeux, c'est vraiment Pokémon, un peu parce que voilà, c'est la série qui m'a marqué pendant mon enfance, pour laquelle j'ai joué à beaucoup beaucoup de jeux. Aussi parce que bon, j'y jouais en famille avec mon frère, avec les amis, donc il y avait aussi déjà cette notion de partage quand je jouais. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est une série qui m'a beaucoup inspirée aussi pour ce jeu. Pas pour, voilà, pas pour les thèmes, pas pour le monde, mais surtout pour la manière dont on fait les quêtes, le rythme du jeu et aussi je dis pas les graphismes, mais voilà, un peu l'ambiance, la vibe. Je pense que vraiment Pokémon, surtout les premiers jeux, sont ceux qui m'ont vraiment donné envie de jouer, quoi. Mais du coup, est-ce que tu peux un peu nous présenter les principes du pixel art? Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, enfin, comment est-ce que ça fonctionne, si tu as des éléments dessus? Oui, alors, du pixel art, littéralement, c'est de l'art pixel. Du coup, petit, carré, coloré, littéralement, quoi. Il y a beaucoup, quand même, des jeux qui ont été faits en pixel art, surtout quand on a commencé à faire des jeux, du coup, quand on n'avait pas les graphismes qu'on a aujourd'hui, si on pense par exemple à la PS4, à la Switch, toutes les voilà, nouvelles consoles qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout que quelque chose qu'on peut utiliser pour les jeux vidéo. Moi, par exemple, je fais du pixel art en dehors des jeux vidéo parce que littéralement, quand on le dit, c'est une forme d'art, littéralement. Et on peut faire vraiment des choses incroyables. Moi, par exemple, je fais du pixel art surtout pour ce qui concerne des images de vitraux. Et donc, je fais de l'art graphique. Mais vraiment, on peut vraiment faire des tableaux avec. Ça, c'est très, très beau. Voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, dans ton RPG, est-ce qu'on peut voir la map de ton jeu? Du coup, comment est-ce que quelque part tu as créé cette map, cette carte, hein? Du coup, qu'est-ce que ça représente? Alors, est-ce que Je peux te l'afficher si tu veux. Oui, ok, Voilà. merci. Est-ce que je parle aussi du logiciel ou Comme tu veux. Ok. Tu as la parole. Ok, génial, ça marche. Du coup, alors, juste pour un petit peu de contexte, j'aurais pu choisir de prendre un logiciel où je pouvais tout créer. Tout simplement, en fait, un peu, je n'en avais pas le temps. Un peu, je n'ai pas encore toutes les capacités nécessaires pour créer, coder un jeu de zéro. Et du coup, pour cette année, vu que voilà, j'avais besoin de quelque chose de plus simple, j'ai choisi la version 2003 de RPG Maker. Et du coup, c'est voilà, RPG Maker 2003. Où en fait, je suis assez sûre
qu'on puisse vraiment, qu'on peut créer des visuels et les mettre sur le logiciel. Je n'ai pas essayé, probablement ça sera quelque chose que la moi du futur va découvrir. Mais du coup, en fait, la bonne chose, la très belle chose, c'est que c'est ce qu'on appelle un no-code engine. Et du coup, c'est un logiciel où on peut créer des jeux vidéo sans forcément avoir besoin de savoir coder ou d'avoir des capacités dans ce domaine-là. Et surtout, c'est, je veux dire, ce que je cherchais pour moi, que j'ai trouvé sur ce logiciel, c'est le fait d'avoir tout un tas d'objets, déjà en pixel art, qu'on peut mettre sur des maps. Donc, au début, les maps sont complètement vides, donc il n'y a vraiment rien. On doit tout créer, mais la bonne chose, c'est qu'on a déjà ce qu'on appelle en français tuiles, si je ne me trompe pas, tiles en anglais, qu'on peut mettre sur les maps tranquillement et créer nos maps. Pour cette map en particulier, en fait, j'ai décidé de déjà ne pas faire un monde trop vaste. Je me suis limitée à une île parce que sinon, je savais que j'aurais perdu complètement le contrôle de mon monde, quoi. Et ce n'était pas le but. Et donc, en fait, je me suis surtout inspirée de formes géométriques au début, de formes d'épée et de boucliers, même si on les voit un peu moins, et de formes aussi en fait, moi, j'avais pensé aux poissons, aux piranhas, juste parce que ça me semblait drôle. Et pourquoi pas, après tout. Mais voilà, du coup, c'est un peu comment j'ai créé la map. Ok, je te propose qu'on revienne très rapidement. Juste, je propose qu'on invite, qu'on fasse la présentation de notre second invité qui a bravé la pluie pour nous rejoindre. Vraiment, merci. Voilà, je vais du coup vous présenter un étudiant multitalentueux qui se développe dans un média émergent qui a envahi nos écrans et nos librairies, le webtoon. Avant de le rencontrer, pour vous dire, je l'ai rencontré l'année dernière lors d'une réunion. Depuis, je l'ai vu animer un escape game, je l'ai vu animer une exposition, je l'ai vu animer une diffusion de films. Je t'ai vu aussi être à des conventions et développer non seulement ton compte Instagram qui maintenant compte 15 000 et 17 000 followers et ton Discord qui ne dort jamais, vraiment. Et vraiment, je pense qu'une fois que l'émission sera passée, vous aurez envie de suivre la suite des aventures. Je vous présente Lomerle. Bonjour. Je rapproche. Tu peux même vraiment être collé, c'est ça. Est-ce que ça marche? C'est bon? Ouais, nickel. Parfait. Du coup, voilà. Est-ce que ça te dérange si on finit avec Ginevra avant de passer? Problème. Parfait, merci. Du coup, Ginevra, en fait, la dernière question qui est quand même une grosse question, c'est que tu as mentionné que dans ce jeu, du coup, je crois que d'ailleurs, tu n'as pas vraiment mentionné l'histoire. Je te propose de mentionner un petit peu l'histoire et ça amènera ma question suivante. Voilà, du coup, effectivement, je me suis un peu fait prendre par le reste, mais effectivement, je n'ai pas expliqué l'histoire, ce qui est un peu dommage quand même. Donc, la particularité de ce jeu, c'est que, en fait, on suit les aventures de Mira, la protagoniste, qui en fait est une personne neurodivergente, parce que je voulais particulièrement parler de ce thème dans ce jeu, donc de neurodivergence, de neurodiversité, troubles du spectre autistique en général. Et donc, en fait, ça se passe dans un monde médiéval de chevaliers. Et donc, voilà, Mira est une chevalière et on suit ses aventures, on suit ses quêtes. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle intérieure, parce que pendant ces aventures aussi, il y aura toute une partie où elle devra apprendre à se connaître, à s'accepter, à se respecter. Et donc, on la suit dans un voyage à la fois extérieur et intérieur. Très bien.
pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à te dire oui, je vais créer un jeu vidéo qui porte sur une thématique quelque part, on va dire, inhabituelle. Et comment est-ce que ça se transmet via ton jeu vidéo en particulier? Alors, déjà, j'ai choisi... Oula, je peux pas. J'ai choisi cette problématique tout simplement parce que c'est hyper important pour moi. Et du coup, juste, j'ai besoin de parler de ce qui, de ce qui me touche dans ce que je crée. Et donc, je le fais. Je pouvais le faire, du coup... voilà, je le fais en fait. Bien sûr. Puis la deuxième, alors pourquoi j'ai choisi le jeu vidéo? En sachant que, voilà, j'aurais en vrai pu choisir aussi un autre média, ce n'est pas le problème. Je veux dire, j'écris, j'aurais pu le faire par écrit, quoi, dans une nouvelle, dans un livre. Mais en fait, ça me semblait vraiment intéressant le fait de, en fait, penser, réfléchir et étudier cette problématique dans un jeu vidéo aussi parce que on peut avoir en fait un rapport aux joueurs et joueuses très particulier et aussi aux images particulières parce que là c'est important la partie RPG comme la partie pixel art. Donc on a un monde qui quand même voilà est carré. Partout. Je veux dire, juste le fait que c'est du pixel art, ça signifie que c'est un monde carré. Et donc, ça dit quelque chose aussi de la protagoniste. C'est un monde voilà, où rien est laissé au hasard, c'est un monde où tout a sa place. Et aussi, c'est important le fait d'être dans un RPG parce que avant j'ai dit que dans un RPG, on incarne un personnage et on peut choisir ses actions. Je vous ai menti, mais je veux dire pas pour les RPG en général, mais pour cet RPG en particulier, tout simplement parce que ici, c'est vrai que on peut choisir les actions de Mira, mais c'est un peu elle qui définit ce qu'on doit faire, dans le sens que si on choisit de faire quelque chose qui n'est pas qui ne va pas avec ce qu'elle veut faire, ce qu'elle pense qu'elle doit faire. En fait, c'est juste petit spoil peut-être, mais game over, voilà, un peu tout de suite, quoi. Donc, il y a un peu une relation différente entre joueur et joueuse et personnage. Ce n'est pas les premiers qui influencent les secondes, mais plutôt l'inverse. Je fais un petit retour d'expérience en représentant le groupe de personnes qui a déjà eu l'occasion de tester le jeu. Effectivement, si vous n'allez pas où est-ce que vous devez aller, vous mourrez assez facilement, assez rapidement. Et bon, j'espère que nos retours d'utilisateurs vont aider les futurs tests à survivre ce monde dur et froid. C'est mieux de ce qu'elle raconte, je tiens à dire. Non, c'était super, c'était super. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est qu'on en lise du coup un petit extrait. Donc, tu m'as expliqué que ce jeu était d'abord en anglais. Donc, on va lire du coup un extrait en anglais qui représente un moment, tu m'as dit, un petit peu charnière du jeu. Oui, sans faire trop de spoil. Je cherche, je fais de mon mieux, quoi. En fait, c'est vraiment l'un des premiers moments les plus importants du jeu, un peu les plus bouleversants, pas seulement pour ce qui arrive, mais aussi pour ce qui concerne Mira. C'est-à-dire que c'est le premier moment où, en fait, toutes ses convictions, tout ce qu'elle pensait que c'était juste faire est vraiment bouleversée et elle se trouve dans une position où vraiment elle ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de directive et donc tout est on va vous lire cet extrait. Du coup, je vais commencer par lire juste l'introduction. The image in the mirror moves of its own free will. You're completely certain of it this time. That isn't you anymore. Maybe it has never been, and you know it. You don't understand what's happening. How could you, after all? But you get closer and let your fingertips brush against the flat surface of the mirror. In that exact moment, however, it breaks completely. Et maintenant, il y a le dialogue. My time has come. What? Finally, I'm out. Where I should have always been.
Who are you? Oh my, I am the perfected you, of course. But for clarity's sake, you may call me, let's see, you may call me Arim. Pretty accurate, don't you think? Why are you here? Oh, honey, I thought you were smart. Did you lose the part where I said that I'm the perfected you? I've waited so long for this, you can't even imagine. And now you've lost enough piece of yourself to allow me to be finally free. What are you talking about? What? Don't tell me you didn't notice. You've basically just a mirror of yourself, a puppet that blindly follows orders. So, since your intention is to remain like that, it doesn't really matter if it's you the one in control, does it? What do you mean? Where am I? We swapped places, sweetie. You're now in the mirror world, where from I've observed you for all this time. Have fun, I certainly will. Wait, stop. Arim already went away. I'm alone. Donc voilà, c'est le type de dialogue et de moments émotionnels que vous pouvez expérimenter. Écoute, je pense que voilà, on va arriver à la fin de cette interview. Pour les personnes dont ton travail intéresse, comment est-ce qu'on peut être en contact avec toi? Comment est-ce qu'on peut connaître la suite des événements? Tout ça. Alors, je suis particulièrement active sur Instagram pour ce qui concerne les messages et tout, même si normalement il y aura mon Linktree avec toutes les plateformes sur lesquelles je suis. Je suis active un peu partout dans le sens que je regarde un peu tout, une fois par semaine minimum. Je cherche une fois par jour, c'est compliqué des fois, mais je fais de mieux. Et mais voilà, en général, en tout cas, quand je poste des des suites et tout ça, c'est en général le même post un peu sur toutes les plateformes. Du coup, vous en choisissez une à votre gré. Et voilà, même si je suis particulièrement, je suis plus active sur Instagram dans le sens où je le check un peu plus régulièrement. Super, merci. Merci à toi. De rien. Même si voilà, à partir de maintenant, du coup, l'émission va se concentrer sur l'eau. N'hésite pas à participer si tu as également des questions ou des choses à dire. Du coup, Lo, je te propose de commencer par faire une rapide introduction de qui tu es, ce que tu fais. Eh bien, je m'appelle Lo Merle, je suis en master, en première année de master cette année-là. J'étais en LMA avant, à l'université de Nîmes. Et maintenant, j'essaie de devenir illustrateur et de faire mes propres webtoons, de faire mes propres histoires. J'écris aussi des livres, donc je ne dors jamais, comme tu dis, comme mon Discord. Oui, j'essaie de passer par Instagram, par plein de commissions pour commencer à gagner ma vie, même en étant étudiant. Super, super. C'est vraiment, effectivement, beaucoup de travail. Du coup, tu as parlé du webtoon. Comment est-ce que tu as commencé, en fait, dans l'univers du webtoon, hein? Le premier webtoon que j'ai fait, je n'avais jamais lu de la webtoon avant. Jamais. Je connaissais la plateforme, je voulais en faire un, j'en avais jamais lu. J'ai fait sur la mythologie grecque, parce que ça va revenir souvent là, aujourd'hui. Et j'ai fait une histoire qui s'appelait Godly and Sick, donc Cache-Cache divin, qui est nulle. N'allez pas le lire. Il y a toujours les chapitres sur Webtoon en anglais, mais ils sont nuls, je ne savais pas parler anglais. Et j'ai commencé à faire mes premiers pas sur Webtoon grâce à la mythologie grecque. D'accord. C'était en 2020, pendant le confinement en plus. Donc il n'y avait rien pour moi. Et ensuite, je me suis un peu éloignée de la plateforme. J'ai lu des webtoons entre-temps. Bien. Je me suis inspirée de ce qui se faisait. Et ensuite, j'ai recommencé webtoon grâce à Bordel Olympique, dont on va, je pense, parler plusieurs fois. Et Bordel Olympique, c'est toujours sur la mythologie grecque, avec donc Hermès en personnage principal, qui est mon dieu préféré. Avec ça aussi, je fais d'autres choses sur la mythologie grecque et j'essaierai. Et je suis aussi. Je vais aller en original plus tard. Original, donc c'est la partie rémunérée de Webtoon et je serai donc
je suis sous contrat. Donc Waouh, voilà, et bravo. pas du tout pour de la mythologie grecque. Oui, mais quand même, c'est absolument génial. En fait, ce que je voulais un petit peu te demander, c'était un peu ton processus créatif. Du coup, tu nous as très gentiment fourni des planches, notamment des planches de personnages. En effet. Attends. Ah. Ah, d'accord. Bon. C'est dans le mail que j'ai envoyé. Oui. J'avais tout bien fait. Oui, normalement, oui. Non, bon, c'est pas grave. D'accord, bon, bien. Petit instant de pub. Non, mais est-ce que tu peux nous parler tout simplement de ton processus créatif? Comment est-ce que tu commences? Déjà, comment est-ce que tu planifies? Qu'est-ce que tu fais d'abord? Moi, je sais que tu as un outil de travail préféré que je te vois toujours avec. Je pense que tu peux nous le présenter et pendant ce temps, effectivement, j'envoie tous ces éléments à Tom. Non, t'inquiète. Pour mon processus créatif, au départ, je faisais un peu à la one again. Donc, je n'écrivais même pas de script, je commençais à dessiner. J'avais des fonds 3D un peu dégueulasses que j'utilise encore un peu. Et Incroyable. je mettais l'image du fond, je dessinais mes personnages dessus et je faisais des vannes. Donc, le premier chapitre, je crois qu'on va lire du coup plus tard. Oui. Le premier chapitre, c'est vraiment juste une vanne qui m'est venue en tête et je me suis dit, je vais faire un concept là-dessus. À la base, Bordel Olympique devait être juste une série de épitaphes, donc c'est comme titre. Donc tu dis quelque chose qui pourrait être... pour épitaphe, c'est quelque chose que tu pourrais dire avant de mourir. Et tout le webtoon devait être là-dessus à la base. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est dommage, j'utilise la mythologie grecque et je fais des vannes sur la mort. C'est dommage, je pourrais faire plus. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire des scripts. Et j'ai fait une vraie histoire où Hermès commence à perdre la mémoire, donc très très loin du concept original de juste être un webtoon drôle. D'accord, oui, effectivement. Et pour tout ça, j'utilise un iPad, donc que j'ai depuis le confinement 2020, qui est un peu vieux maintenant, donc on voit que c'est détérioré. Et je fais tout dessus, donc j'écris, je dessine, vraiment il y a ma vie là-dedans. Si je le perds, je ne vis plus. Et ouais, c'est comme ça à peu près. Je suis inspirée un peu partout en plus. Donc, si je vis une situation drôle dans ma vie, il sera sûrement dans Webtoon au bout d'un moment. Donc, super. On va nous parler de tout savoir. Alors, du coup, désolé, on est un petit peu dans un espace avec pas beaucoup d'internet, du coup ça prend son temps. Mais en fait, dans ce cas, ce que je te propose, c'est de parler en fait de ton dernier concept par lequel tu es très très passionné, qui a été de créer du coup un jeu de cartes. Et là, vraiment, raconte-nous le processus de création d'un jeu de cartes à partir de ces personnages. À la base, je voulais faire une carte Uno reverse avec Hermès, parce que ça me faisait très rire. De juste, tu me dis quelque chose de méchant, je fais... Voilà, ça c'était une vanne. Comme tout dans ce que je fais, c'était une vanne à la base. Et ensuite, j'ai fait Arès, parce que c'est un de mes personnages principaux et préférés. Donc j'ai aussi fait Arès en +4, et j'avais 2 cartes. Et il y a plein de gens qui m'ont suivi sur Instagram, qui m'ont vu le dessiner, qui m'ont vu l'imprimer, qui m'ont vu galérer à coller 2 feuilles ensemble. Oui, c'était absolument génial. Je me suis fait 2 géantes cartes que je n'ai pas prises avec moi, mais qui sont vraiment comme ça, et je peux les sortir et faire un contre-Uno très, très marrant. Et plein de gens m'ont dit, mais où est-ce qu'on peut les acheter, ces cartes? Comment je peux avoir le jeu entier de Uno mythologique? Je n'ai pas la licence Uno. Je n'ai pas l'argent d'acheter une licence Uno. Donc, au début, je me suis dit, bon, tant pis, ça ira pour moi et je ne ferai rien de cette idée-là. Puis, un mardi soir, je me suis posée devant ma tablette merveilleuse et je me suis dit, et si je faisais mon propre jeu de cartes avec la mythologie grecque, inspirée notamment du Uno, mais aussi du 8 américain en général. Donc, c'est le concept sur lequel Uno s'est placé et qui ont fait une licence de ce jeu. Je me place donc là-dedans. Et j'ai fait un jeu entier avec mes propres règles, avec mes propres cartes. Donc, bien sûr, il y a du contresens et Hermès est toujours dessus. Il y a toujours le +4, mais c'est un +5 et c'est Arès qui est dessus. Mais j'ai aussi un +9. J'ai plein de nouvelles cartes. Et au lieu de dire Uno, quand tu as qu'une seule carte, tu as une carte niquée. Oui, le jeu s'appelle Niqué. Donc, tu as une carte niquée.
qui est la carte de la victoire. Il faut l'attraper avant tout le monde. Et si tu n'es pas en présence d'enfant, tu peux faire « Haha, je t'ai niqué ». Voilà, c'est comme tout dans mon travail, c'est une vanne. Seulement si tu n'es pas en présence d'enfants. S'il y a des enfants, il y a une carte et c'est très bien. Et du coup, tu as d'autres projets également je sais du coup que tu as d'autres projets en ce moment, notamment au niveau de ton mémoire, qui là aussi est quand même un projet très créatif. Oui. Alors, c'est pas sur la mythologie grecque pour une fois, c'est ma dessinée de Démiurge, qui est un webtoon sur des magical girls, mais des magical girls avec des personnages queer. Donc, le personnage principal est non-binaire. Et ce personnage-là va devoir trouver sa place dans une équipe entièrement féminine, qui est donc des magical girls. Et ce personnage-là va avoir plein de questions identitaires, avec d'autres personnages qui vont être soit trans, soit cis, avec des personnages neurotypiques, neuroatypiques. Aussi plein de diversité dans les corps, parce que le but, c'est que ce soit très divers. Et on va avancer dans 3 époques différentes dans ces BD-là, que je ne vais pas faire sur Webtoon, donc que je vais essayer de sortir en physique un jour, quand j'aurai dormi. Et on va suivre Lubélas, qui est en 1565. On va suivre Zane, qui est en 1990 environ. Et May, qui est la protagoniste principale, qui est en 2022. Donc très très divers comme époque. D'accord, mais du coup, ça sera en un volume, ça sera en plusieurs volumes? Je ne sais pas exactement combien il y aura de volumes, mais pour le moment, je pense qu'il y en aura 5-6 déjà. D'accord. C'est une assez longue histoire où j'ai besoin de temps pour développer plutôt la psychologie des personnages, puisque tout est identitaire, tout est dans la tête. Donc il y a des combats évidemment, parce que j'aime les combats, mais c'est quand même très, pas forcément philosophique, mais très identitaire et très réflexif. Donc je vais avoir besoin de temps et de place pour étaler tout ce que j'ai à dire. Donc oui, je prévois 5-6 tomes déjà. C'est bien. Et j'ai écrit entièrement le premier. Waouh, bravo. Merci. Mais d'ailleurs, tu sais que c'est peut-être ce qui moi en tout cas me fait toujours le plus, qui me fait toujours remarquer ce que tu crées, qu'importe l'endroit, c'est effectivement cette question de diversité des corps, mais également cet aspect non-binaire, non-genré, ou alors qui joue avec les codes du genre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu quand tu as commencé à dessiner, ou ça a été un processus un peu? Au départ, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai suivi les tutos très genrés Instagram de les filles, elles ont un petit menton, il faut les faire comme ça, et elles ont des grands yeux. Donc au début, j'étais assez genrée, et même moi, je savais pas que j'étais non-binaire. J'étais le genre de personne à me dire non, mais c'est trop les artistes en fait qui sont non-binaires, c'est trop des gens qui veulent se faire intéressants en fait. Voilà, ça c'était moi au lycée. J'avais 15 ans. On a tous des histoires de lycée qui restent au lycée. Qui restent au lycée, c'est très bien s'ils restent au lycée. Et maintenant, je suis non-binaire. Et évidemment que la question du genre, c'est assez important, puisque je ne comprends pas le genre, le concept de genre. Et je m'amuse très souvent, par exemple, Dionysos dans la mythologie, techniquement, c'est censé être un mec, mais a été élevé comme une fille. Donc moi, vu que c'est une histoire moderne, j'ai décidé qu'il serait d'une gender fluide. Hermès est un homme, mais en vrai, il s'en fout. La plupart des personnages sont pans, donc le genre, on s'en fout aussi de qui tu dates pas. Ils sont polyamoureux, en plus, c'est la mythologie grecque. Et très en avant sur son temps. Ah, très très. Donc même Arès, qui est un personnage qui est censé être très viril, qui est codé très viril, etc. En fait, c'est pas le stéréotype misogyne qu'on pense et tout dans la mythologie. Il est super féministe, c'est super intéressant la mythologie grecque. Et j'essaie de présenter ça du coup dans Bordel Olympique, un peu dans Niké, parce que Hermès par exemple dans Niké est très androgyne, je trouve. Oui, effectivement, oui. On a la carte sous les yeux et du coup sa carte personnage. J'ai remarqué notamment que tu représentais, tu sais, parfois aussi des maladies de peau ou des cicatrices, des tatouages, j'ai envie de dire, oui, des vergetures. Enfin oui. Voilà, c'est vraiment... Il y a aussi une diversité même vraiment... Au niveau des peaux, il y a aussi certains de tes personnages qui sont handicapés, c'est ça? Oui, dans la mythologie grecque, ça va être surtout Héphaïstos qui va prendre ce rôle-là, qui est le dieu emblématique handicapé, déformé. Et j'en parle comme si c'est normal en fait. On rencontre Dionysos, il a un œil énorme, Dionysos dans mon webtoon, et ce n'est jamais adressé vraiment parce qu'il n'y a pas besoin d'adresser ça, c'est normal. Les cicatrices, pareil, par exemple, Héra a une cicatrice de césarienne. Déméter et Hestia, que j'imagine être des personnages gros, elles ont des vergetures, elles ont donc des vraies formes
Genre, c'est pas un personnage gros qui va être idéalisé dans beaucoup de webtoons, surtout coréens. Les personnages gros sont un peu quand même lissés, alors que les personnages gros, il y a des vergetures et c'est normal. Et je trouve ça normal de les représenter. Les maladies de peau aussi, c'est pareil. J'ai moi-même, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais j'ai la peau qui pèle tout le temps en permanence. Si je me gratte le sourcil, j'ai la neige qui tombe. Donc je me suis dit, je vais représenter ça dans ma dessinée de Démiurge. Zayn a par exemple de l'acné parce qu'il est au lycée, mais aussi une maladie de peau qui fait que ça pèle quoi. Non, mais oui, c'est super intéressant. Comment est-ce que, quelque part, tu prends quelque chose que, quand on l'adapte, on a tendance à, effectivement, le lisser, le représenter en mode, oui, la divinité, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est parfait. Et du coup, si c'est quelque chose qui est parfait, bah, il n'y a rien qui change quelque part d'une norme qu'on crée. Et ce que j'aime beaucoup avec ce que tu fais, c'est que ça sort de toutes les normes, mais en même temps, effectivement, ce faisant, ça paraît plus ressemblant de la réalité, où effectivement, oui, leur réalité à eux, c'était probablement ça. Hein. C'est quelque chose que je suis très fière en fait d'avoir fait dans Paralympique, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est leur safe place et que mon Discord est devenu une safe place aussi. Et j'en suis très très fière parce que vraiment c'est l'idée que je voulais de mon webtoon, c'est que chacun puisse se dire je ressemble à ce personnage-là, je ressemble à Apollon. Apollon, c'est le dieu de la beauté masculine. Forcément qu'il va avoir plein d'apparences et notamment des apparences qui peuvent être dites comme moches alors que moi je trouve vraiment je suis pas. Donc tout le monde est magnifique dans ce monde. Et j'en suis très fière de cet effet-là. Oui, non, effectivement. Mais d'ailleurs, je voulais te demander un petit peu comment s'était créée cette communauté. Parce que moi, du coup, j'ai l'impression d'arriver tellement en retard. Mais comment s'est créée au départ cette communauté? Est-ce que tu t'es dit, dès que tu as créé Bordel Olympique, vas-y, on crée un Discord? Ou est-ce que ça datait d'avant L'idée du Discord, c'est venu après Bordel Olympique. C'est venu quelques mois après plusieurs mois après la création du webtoon. Avant, j'avais surtout Instagram, mais Instagram, c'était beaucoup Percy Jackson. Je suis très, très fan de Percy Jackson, mythologie grecque, évidemment. Et je faisais beaucoup de dessins là-bas. J'avais une communauté de 3000 abonnés là-bas. Et quand j'ai créé Bordel Olympique, je me suis dit, c'est dommage, Percy Jackson, c'est anglophone. Et il y a plein de personnes francophones qui me disent, mais arrête, en fait, tu me saoules avec ton anglais. Est-ce qu'on peut passer en français? Je me suis dit, je vais faire un Discord. Il y a 1 ou 2 anglais dessus qui se sont perdus et qui ne parlent jamais avec nous. Mais c'est un Discord francophone où on parle de mythologie grecque, un peu de Percy Jackson, mais on parle aussi de tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est un peu Instagram, c'est pour plutôt les anglophones, et Discord, c'est plutôt pour les francophones. Beaucoup plus, ouais, parce que du coup, sur Instagram, maintenant, j'ai 15 000 abonnés, et ça, c'est que l'anglais et les Reels. Vraiment, c'est un peu plus... Instagram, c'est plus une vitrine pour moi, où on peut me contacter. C'est là, en fait, c'est mon espace professionnel. Et Discord, c'est aussi professionnel. Je suis pas non plus... c'est pas non plus une plateforme où je vais dire tous mes secrets intimes, etc. Mais je vais me livrer beaucoup plus. Et oui, c'est en français parce que je trouve quand même important que tout le monde puisse donner son avis. En fait. Mais d'ailleurs, à quel point est-ce que ta communauté participe à la création de tes œuvres? Au départ, vu que j'en avais pas trop, c'était juste des commentaires sur Webtoon, puisqu'il y a une section commentaires qui est très importante pour moi, que je lis tout le temps, que vraiment je peux la lire tous les jours, même s'il n'y a pas de nouveaux messages. Et ensuite, j'avais un relecteur que j'aime beaucoup et qui me rajoutait des vannes sur mon webtoon. Enfin, il relisait, il corrigeait mon orthographe absolument horrible. Et il me disait, ce serait trop marrant qu'il y ait ça, en fait. Et je fais, bah oui, je le rajoute. Et maintenant, sur le Discord, vu que j'en ai un depuis 1 an et demi, on fait des concours de scénarios, par exemple, et des concours de scénarios sur le thème de Bordel Olympique. Donc, depuis le mois dernier, il y a des gens qui travaillent et tout pour faire des petits épisodes un peu fun, ou un peu, d'ailleurs, très tristes. Et moi, j'adore. Et vraiment, je leur ai dit, mais vous savez que tout ça, là, si vous m'autorisez à le mettre dans Bordel Olympique et tout, moi, je suis capable de dessiner vos épisodes parce qu'ils sont trop, trop bien. Genre, j'ai un rapport avec les fans qui est vraiment très... je sais pas comment dire, mais j'aime beaucoup inclure les gens dans mon travail, les gens qui regardent ce que je fais, j'aime bien les mettre en avant aussi. S'ils me font des fanarts, je vais les mettre dans le webtoon en général.
Ce que j'ai remarqué vraiment d'être au contact avec toi depuis l'année dernière, c'est à quel point, malgré tout le travail absolument excellent que tu fais, tu n'as vraiment pas de difficulté à être là en mode regardez, genre, qui travaille avec moi, regardez mes fans, regardez cette personne, regardez ça. Je me rappelle quand on s'est rendu du coup à la convention, c'était la Manga Anime. Sûrement. Ouais, sûrement. Tu partageais en fait ton stand avec une autre personne et tu as commencé par présenter ce que cette autre personne faisait avant de présenter ce que toi, du coup, tu proposais. Et à cette époque, je connaissais pas beaucoup ton univers. Du coup, j'étais juste là en mode ah, cool, c'est Pokémon, yes. Ouais, moi, je fais pas du tout Pokémon. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, ça me semble important de dire que les gens avec qui je travaille, ils sont cool aussi. Donc, oui, c'est vrai, je l'avais pas remarqué, mais oui, en convention, je dis ah, j'ai mon colocataire de stand qui est à côté de moi, qui fait des trucs aussi. Si mon travail vous intéresse, je peux vous en parler, mais si son travail vous intéresse, bah, allez la voir. Mais d'ailleurs, vu que tu es sur Webtoon, qu'est-ce que tu fais exactement du coup sur ton stand de convention? Sur mon stand de convention, déjà, je présente Webtoon souvent. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Webtoon et forcément, c'est la première question que je pose. Quand vous me voyez en convention, je fais « Vous connaissez Webtoon ?» de manière très suave. Non. Et donc, soit je décris ce que c'est, et sinon, sur mon stand, je fais vraiment beaucoup de choses. Je fais beaucoup de fan art Percy Jackson, notamment, mais je fais beaucoup de mythologie grecque. Et en vrai, c'est pas l'aspect de vendre des trucs qui m'intéresse en convention, c'est l'aspect de parler avec des gens qui sont aussi hyperactifs que moi, en général aussi autistes que moi. Je suis pas diagnostiquée, mais autant neurodivergents que moi. Donc, ouais, sur mon stand, on parle de beaucoup de choses, on parle beaucoup surtout. Oui, mais c'est un espace toujours du coup sympa à aller voir, sympa à faire. Tu penses continuer à faire des conventions Je pense que j'en ferai année, plus. l'année prochaine, Ouais, dans les années à venir, je pense que j'en ferai plus parce que j'aurai plus de moyens et j'aurai fini les études. Là, pour le coup, vu que j'ai mes études, j'essaie de prioriser ça. C'est bien. J'essaye en tout cas. Mais j'en ai quelques-unes. Je sais que Salle sous les étoiles, qui vient chaque année sur Unime, je fais les stands en juillet. J'essaie d'aller sur Alès, sur Nîmes, même si la manga Nîmes, je la referai plus. Et je pars un peu loin. Maintenant, je fais un peu en Lozère aussi en été. Et on m'a invitée à Joyeuse, que je ne connaissais pas comme ville. La ville s'appelle Joyeuse, je trouve ça génial. Mais d'ailleurs, pour les personnes du coup qui ne sauraient pas, Une nuit sous les étoiles, c'est un festival de cinéma qui est organisé, Une salle sous les étoiles, excusez-moi, qui est organisé tous les ans pendant la première ou seconde semaine de juillet à l'université de Nîmes, qui propose des stands, qui propose des spectacles, qui propose des concerts, qui propose une ludothèque, de quoi manger, et notamment qui diffuse du coup pendant toute cette semaine des films qui sont vraiment genre super intéressants dans la cour de Vauban. Vraiment, là aussi il s'agit un peu d'une pierre angulaire culturelle de l'université, que si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner parce qu'ils sont vraiment super. On revient à toi. Petite page de pub. Petite page de pub. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on lise ensemble en fait la première planche de Bordel Olympique. Qu'en plus, voilà, moi quand je l'ai lu, je l'ai trouvé très drôle. Merci. Et je trouve que ça fait une agréable. Je sais pas, ça change de ce qu'on a lu tout à l'heure. Voilà. Oui, peut-être un peu. Du coup, on voit le personnage du coup de Hermès et Arès. Et en fond, c'est Athéna. Et d'accord, qui juste sont en train de passer du bon temps sur une piscine. Je voulais te demander, est-ce que tu as dessiné tout ça ou c'est des Non, c'est mon fond 3D un peu nul. Oui, mais trop cool. Tu utilises aussi des outils du coup pour faire des fonds 3D. C'est une application qui est gratuite en vrai, donc c'est assez simple. Alors, je sais que Webtoon m'ont dit il est dégueulasse ton fond, donc tant pis. Mais ouais, il y a plein de manières de faire des webtoons aujourd'hui. Même si c'est un peu cheap, vous pouvez redessiner dessus aussi. C'est ce que je fais pour un autre webtoon. Ça marche assez bien. Non, mais dans tous les cas, c'est super intéressant. Du coup, est-ce que Ginevra, tu veux faire Athéna? Oui. Ça te va bien. Oui, que de fou, ouais, si tu y arrives, c'est bien. Du coup, je t'en prie, Athéna. Eh bah, il est beau le 21e siècle. Si tu veux, tu choisis le personnage. Je préfère faire Hermès. D'accord, c'est mon personnage préféré. Elle veut quoi, tête de chouette?
On va dire que je n'ai rien entendu. Elle a peut-être raison. On traîne ensemble depuis 2 heures et on est sur notre hôtel depuis quoi, 1h30 ? Ça me fait mal que tu dises qu'elle a raison. Cette harpie. On pourrait peut-être jouer à quelque chose. À quoi? Épitaphe ? C'est quoi ça encore? En gros, au lieu de dire titre après une phrase qui pourrait être un titre de porno, on dit épitaphe quand c'est une phrase qui pourrait être dite juste avant de mourir. Genre, Jacques, je vole. Mais là, la meuf glisse, tombe et meurt. C'est pas le type d'exemple auquel je pensais. Mais ça marche carrément, et c'est bien plus marrant que cette romance à la con. J'aimerais voir ça. Viens, on fait ça. On illustre toutes les semaines une épitaphe qu'on a trouvée, chacun son tour. Alors, j'ai un taf, donc toutes les semaines c'est un peu chaud, mais je suis partant pour en faire quand je peux. Ça va être incroyable. Mais du coup, maintenant, on fait quoi ? J'ai une idée, mon petit pote. Et voilà. Et du coup, c'est la fin du chapitre. Après, c'est des présentations des dieux, oui. C'est ça. Et je pense que ça serait aussi intéressant peut-être de lire juste tu sais, la petite description. La petite description, le petit synopsis. Ouais, que j'allais trouver. Que je fais toujours en convention. D'ailleurs, c'est à peu près ce que je dis en convention quand les gens me demandent « C'est quoi le bordel olympique ?» Les dieux grecs existent toujours. Ils mènent une existence cachée maintenant que la population mondiale les connaît, mais que peu de gens croient vraiment encore en eux. Ils régissent encore le monde dans leur coin, et l'Olympe est devenu une villa au bord de la mer, où les conneries peuvent être multipliées, par certains en particulier. Et j'aime bien rajouter que Hermès, pendant ce temps-là, commence à perdre la mémoire alors qu'il a 5500 ans et que ça commence à le faire chier. Il va essayer de trouver une solution, mais il ne sait pas comment faire. C'est rigolo parce que tu parlais de neuroatypie, mais le Alzheimer ou de base la perte mnésique, c'est également une neuroatypie, donc vraiment, waouh. Je pense que tu préfères un bingo et tu gagnes. Mais toutes les diversités possibles, je pense que oui, au bout d'un moment. Franchement, limite, tu devrais montrer ça aux étudiants en médecine, en mode, et voilà la diversité, à quoi ça peut ressembler. Mais du coup, vraiment, voilà, on a fait un petit peu un petit tour de ce que tu fais. Je propose que, vu que je vous ai tous les deux avec moi, peut-être on fasse peut-être 5 minutes sur le programme Pépite. Okay, oui. Vu que voilà, on en fait toutes et tous partie. Le programme Pépite, c'est le programme gouvernemental national qui aide les étudiants à faire en fait de l'entrepreneuriat. Donc il y a vous savez, des centres, des groupes de personnes qui s'en occupent dans toutes les régions. Et nous, on est en particulier suivis par ceux qui s'occupent de la région Languedoc-Roussillon, qui ont une partie de leur bureau à Montpellier et l'autre partie à Perpignan. Et en fait, voilà, pour se faire accompagner par le programme Pépite, il existe 2 options. Une option, du coup, que Lo a choisie et une option que moi et Ginevra avons choisie. Nous avons commencé par, du coup, une option qui est considérée comme l'option, la porte d'entrée dans le programme Pépite, qui est le statut national étudiant. Donc, Lo, est-ce que tu peux rapidement nous présenter un peu ce que tu fais dans ce programme ? En gros, ce programme-là, il propose des conférences, il va proposer des petits rendez-vous, que ce soit en présentiel, mais surtout en distanciel, pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place, qui ont des cours, etc. Et il présente des conférences avec plein de professionnels différents, dans plein de domaines différents, que ce soit le marketing, que ce soit comment grandir dans votre entreprise, que ce soit l'URSSAF, que ce soit l'auto-entrepreneuriat ou l'entreprise tout court. Il propose vraiment plein de choses sur plein de sujets entrepreneuriales en général, et ça nous aide à monter notre entreprise. En plus de ça, on peut avoir des entretiens avec certaines personnes. Donc, par exemple, moi, je travaille avec quelqu'un qui est spécifiquement dans la création. Donc, il s'occupe des gens qui écrivent, qui dessinent, et qui me conseille très bien en général. J'ai pas eu beaucoup de rendez-vous, mais c'était très efficace, donc j'ai pas eu besoin de plus. Et je suis en train justement de faire mon entreprise en ce moment grâce à eux. Waouh! Et du coup, moi et Ginevra avons choisi en début d'année de faire le diplôme entrepreneur étudiant. Donc, étudiant-entrepreneur, pardon. C'est le cran au-dessus en termes d'accompagnement. Notre présence, par exemple, est obligatoire pendant 2 séminaires minimum par an. Et nous sommes suivis par 2 coachs
une coach du coup académique, Madame Didier-Jean de Nîmes Université, et une coach professionnelle, Madame Cormier. Et nous sommes supervisés par du coup le responsable, Paul Guinaud. Et je te laisse présenter du coup un peu comment ça se passe pour nous. Oui, voilà, pour nous en particulier, on participe au DTE, du coup au diplôme étudiant entrepreneur, pour monter notre propre studio de jeux vidéo avec vraiment centré sur l'inclusivité des thèmes et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap en particulier, mais l'accessibilité générale. Et du coup, voilà, maintenant on est en train de travailler sur notre premier jeu vidéo qui sera un visual novel qui s'appelle Fleeting Compass et qui sera pardon, j'ai perdu non, pas traduit, mais désolée, j'ai perdu un moment voilà, qui est centré sur des personnes, sur des pirates queer et du coup là on retombe dans quand même un monde plutôt médiéval, mais on se concentre sur des histoires de pirates, d'aventures à nouveau, d'exploration, pas seulement voilà, de l'extérieur, mais aussi des SOM, des relations entre les autres, avec les autres. Et donc voilà, il y a tous des thèmes d'acceptation vers soi-même, vers les autres, et voilà, des découvertes de soi. Parfait, merci Ginevra. Du coup, bon, on va lentement mais sûrement arriver vers la fin de cette émission. Ce que je peux vous dire, c'est déjà merci d'avoir pris de votre temps personnel, d'avoir bravé la pluie pour nous rejoindre lors de cette émission. Peut-être qu'on va vous revoir sur cette émission parce que vous n'arrêtez pas vos projets. Si vous êtes également des étudiants qui êtes intéressés à participer dans cette émission, vous pouvez contacter directement la chaîne Twitch de l'université ou contacter l'association Stellart. On a un Instagram, on a un mail que j'ai pas là dans ma tête. Dans tous les cas, si tout se passe bien, on se retrouve la semaine prochaine et on va essayer de faire en sorte que ce créneau de 12h30, 13h30 le mardi devienne quelque chose de régulier. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.